Bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus si nombreux. On va commencer tout de suite par un petit trailer pour vous présenter la conférence. « 1945 » du coup. Pour tout le monde, c'est en 44. Voilà. Et quelle date ? 1848. La guerre, 46, 47, 48. C'est en quelle année ? Ça dépend les hommes et les femmes. 1848 et 1945. 1848. 54. C'est ça ? Non ? Troisième République. Ouais, mais si. Mais c'est genre, c'est quoi, c'est 45 direct ? 1848 1944, mis en place en 1945. Quelle année voté en 44, appliqué en 45. 44. 1944. 20e siècle. Du coup, 1946. Développement, mais pas encore assez développé et pas assez de femmes encore. La parité. Ouais, manque de parité, tout de suite. Que du bon. Parité, égalité, progrès, inefficacité. NKM. En ce moment, Christiane Taubira. Rachida Dati, Édith Cresson, Marine Le Pen, des femmes qui ont marqué plusieurs générations. Non, moi ça me touche. Simone Veil, elle est morte ? Pas trop de modèles, je sais pas. Il n'y a pas trop de modèles, grands modèles qui me viennent en tête comme ça. Ou Simone Veil. Deuxième réflexion, Harlem Désir. Simone Veil, je pense, mais active, Christiane Taubira, je trouve que... Eh bien, comme tout le monde, comme tous les étudiants de Sciences Po, je vais en boot me à 19h. Merci. Donc on va laisser la parole à monsieur le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que c'était une ministre qui devait ouvrir cette conférence, mais voilà, il y a des jours qui, à vrai dire, sont des jours assez rares dans l'histoire institutionnelle de la Ve République, où la France est pourvue d'un Premier ministre, mais dépourvue de gouvernement. Et donc, nous n'avons, en ce 1er avril 2014, plus ou pas de ministre chargé des droits des femmes. Alors c'est dommage, nous le déplorons. Nous le déplorons d'autant plus que Najat Vallaud-Belkacem, qui devait venir s'exprimer aujourd'hui devant vous, connaît bien Sciences Po. C'est une école dont elle a été l'élève, dont elle a été diplômée. Et vous savez même peut-être, parce que tout le monde le sait, qu'elle y a rencontré son mari, comme quoi ces choses-là sont encore possibles aujourd'hui. Pas de ministre donc, et c'est à moi qu'il revient de vous dire combien je suis heureux de vous accueillir toutes et tous dans cet amphi Boutmi ce soir. Et c'est à moi qu'il revient de remercier avec une chaleur très particulière la présidente statutaire, mais les deux coprésidentes et le secrétaire général de Politiquel qui nous ont rassemblés ici ce soir et qui nous donnent la possibilité, l'honneur d'accueillir cet événement à l'occasion, vous l'avez compris, du 70e anniversaire du droit de vote des femmes. Nous l'avons vu dans ce petit film, pour la grande majorité de nos étudiants qui sont nés dans les années 90, alors même d'ailleurs que les années 90, c'était la décennie des premières lois sur la parité, il est pratiquement impossible d'imaginer qu'il y a seulement 70 ans, la question qui se posait, ce n'était pas celle de l'accès des femmes aux responsabilités politiques, mais celle qui pourtant nous semble tellement évidente aujourd'hui, de l'accès à la citoyenneté par l'exercice de ce droit fondamental, de ce droit si simple qu'est le droit de vote. Et c'est pourtant bien il y a 70 ans seulement, avec l'ordonnance de 1944, pas de 48, pas de 47, pas de 45, 44, que la France a donc enfin accédé pleinement au suffrage réellement universel. Et il ne faut pas croire que si les femmes sont devenues électrices et éligibles en 44, elles sont pour autant aussitôt entrées dans la carrière, comme on dit dans notre hymne national.
parce que pendant tout le demi-siècle qui a suivi, la place des femmes dans le monde politique, dans le personnel politique, est restée extrêmement restreinte en France, puisque la France s'est régulièrement classée très bas parmi les pays de l'Union européenne en termes de proportion de femmes dans son personnel politique. Il y avait 5% de femmes députées dans l'Assemblée constituante de 1945. Il n'y avait toujours que 6% de femmes à l'Assemblée nationale en 1993, après des législatives que certains ici se rappellent encore. C'est donc dire qu'il a fallu l'intervention des lois sur la parité, celle que je mentionnais il y a un instant, pour que la situation enfin commence à évoluer. La vérité, c'est que ce serait assez déplacé pour le directeur de Sciences Po de faire la leçon aux responsables politiques en la matière, parce que, il faut l'avouer, notre établissement a lui-même un petit peu tardé à accorder aux femmes leur juste place. Les jeunes filles, les jeunes femmes ont commencé à accéder aux facultés de médecine, aux facultés de droit ou de sciences et de pharmacie dès la fin du XIXe siècle, en fait dès les années 1880-1890. Mais il a fallu qu'elles attendent 1919 pour être enfin admises à l'école libre des sciences politiques, cette école qui est devenue le Sciences Po d'aujourd'hui. À vrai dire, Sciences Po était plutôt, cela étant, en avance par rapport à d'autres écoles prestigieuses de l'époque, puisque, exactement au même moment, l'école polytechnique et HEC ont opté pour une formation totalement séparée pour les femmes. La question de l'entrée des femmes à Sciences Po s'est posée à partir du début du XXe siècle, et en 1904, Émile Boutmy, le fondateur de cette maison, celui qui a donné son nom à ce grand amphi, était confronté à des demandes régulières d'admission de jeunes femmes à Sciences Po, et il s'interrogeait, je cite, sur le mouvement très général et très ressenti qui s'est produit dans l'opinion à l'égard de l'éducation des femmes. Et il se posait la question suivante, je cite toujours, « Serait-il prudent de résister à un tel mouvement ? Serait-il juste de l'entraver ?» Boutmy, qui était un homme vraiment visionnaire, un véritable précurseur, était favorable à l'entrée des femmes à Sciences Po, mais son conseil d'administration, et on sait bien que les administrateurs ne sont pas toujours suivis par leur conseil, n'a pas voulu suivre son avis sur ce point. Et donc, il s'est même produit que la femme du directeur de Sciences Po, Émile Laura-Beaulieu, qui était une femme très cultivée et très curieuse, pour pouvoir assister à des conférences dans le grand amphi de Sciences Po, avait dû se faire aménager un petit guichet secret par lequel elle observait ce qui se disait dans la salle de cours, et c'est comme ça qu'elle a pu suivre les conférences d'André Tardieu. Ce n'est donc qu'après la Grande Guerre, la guerre de 14-18, que les femmes ont été admises dans notre maison. Il y a eu d'abord 6 femmes qui ont été admises à la rentrée 1919, dont 5 étaient des étrangères, et il a fallu attendre la rentrée de 1921 pour que les Françaises surclassent en nombre les étrangères dans les promotions de Sciences Po. En ce qui concerne les enseignantes, je dois dire que le bilan est plus maigre encore, puisque la première femme à enseigner à Sciences Po n'a été nommée qu'en 1941, dans une période par ailleurs troublée de la vie de notre maison, et qu'elle est restée la seule femme professeure de la maison jusqu'en 1968. Il s'agit d'une grande professeure de droit, spécialiste de droit international, Madame Suzanne Bastide, d'ailleurs mère d'autres femmes remarquables qui ont été l'une présidente de section au Conseil d'État et l'autre directrice de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Est-il besoin de préciser que Sciences Po, heureusement, a su accompagner les évolutions heureuses de la société en matière de place des femmes, et que notre fierté aujourd'hui, c'est de compter parmi nos étudiants près de 60% de jeunes femmes. Et parmi nos enseignants, près d'un tiers, ou un peu plus d'un tiers à vrai dire, de femmes. Mais je crois que c'est surtout dans nos activités d'enseignement et de recherche que la promotion de la culture de l'égalité trouve tout son sens aujourd'hui. Et en la matière, Sciences Po, pour le coup, en France au moins, a fait œuvre pionnière, puisque cette maison a créé en 2010, à l'initiative de 2 économistes de l'OFCE, Mesdames Françoise Milewski et Hélène Périvier, le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, Présage, en choisissant, vous le savez, une approche novatrice, puisqu'il s'agit d'un programme transversal, pluridisciplinaire, qui fédère et qui dynamise l'enseignement et les recherches sur le genre dans cette maison à tous les niveaux d'enseignement. Ce programme a fait de nous une institution, je le disais, qui est pionnière en France sur ce champ académique,
qui est capable de dialoguer avec les meilleures universités nationales et internationales sur ce sujet, et qui est capable à son tour de fédérer d'autres institutions dans ce combat, comme nous l'avons prouvé la semaine dernière en lançant, ou plutôt il y a 15 jours, en lançant le programme EGERA, qui est un programme européen piloté par Sciences Po sur ces questions d'égalité. L'idée, c'est que, en familiarisant les étudiants à ces grilles d'analyse qui permettent de comprendre et d'analyser la construction des inégalités, Sciences Po assume pleinement sa responsabilité, sa vocation à former de jeunes professionnels, de jeunes citoyens responsables. Qui peut en effet prétendre aujourd'hui former des citoyens sans leur donner la grille de lecture qui est nécessaire pour décrypter des phénomènes aussi puissants que ceux qui sont à l'œuvre dans la construction des inégalités entre les sexes et des stéréotypes. Nous sommes vraiment là, je le crois, au cœur de notre responsabilité en tant qu'école, en tant qu'institution. Il nous appartient de former des esprits qui soient capables de faire évoluer ces mécanismes et pas de les reproduire indéfiniment. C'est dire donc tout le sens et toute l'importance qu'il y a pour nous à accueillir ce soir cette conférence, cette table ronde. Je salue les participantes aux 2 tables rondes et je les remercie bien sûr très chaleureusement de leur présence. Je me plais à noter qu'il se trouve parmi elles 2 chercheuses, ou chercheurs d'ailleurs je crois, de Sciences Po très reconnues pour leur recherche dans ce domaine. Mesdames Janine Mossulavo et Réjeanne Sénac, toutes les 2 du CEVIPOF. Bonsoir mesdames et merci d'être là. Merci aussi à madame Françoise Gaspard, dont la carrière est longue et riche, carrière qui l'a d'abord conduite à s'asseoir sur ces bancs où vous vous trouvez aujourd'hui comme élève de cette maison, et ensuite son parcours de femme politique et de femme engagée vous est connu. J'en ai déjà un petit peu trop dit, je crois qu'il est le moment est venu d'entrer dans le vif du sujet, et donc sans plus attendre, je vous invite à accueillir à ce micro la présidente de Politiquel, Fatima Elouazi. Merci Fatima. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je tiens à vous rassurer, la présence de Najat Vallaud-Belkacem n'était pas un poisson d'avril. Elle était censée être là. Je la remercie d'avoir accepté notre invitation et de s'être rendue disponible, mais la conjoncture actuelle ne nous permettait pas de la recevoir. Je tiens à remercier chacune de nos invités de nous faire l'honneur de leur présence. Réjeanne Sénac, Janine Mossulavo, Françoise Gaspard, puis Brigitte Grésy et Jeannette Bougrabe qui vont arriver très bientôt. Je tiens à remercier Présage, l'Institut Présage de Sciences Po du CEVIPOF, d'avoir soutenu notre initiative étudiante et de nous avoir accompagnés tout au long de celle-ci. Merci encore Réjeanne et merci à Charlène Larvoir pour son aide pour la communication. Mes fidèles remerciements à la Fondapol de Dominique Régnier et à Anaïs Allemand de nous faire aussi l'honneur de leur présence ce soir. Ils sont là pour promouvoir un projet, un très beau projet qu'Anaïs vous présentera juste après moi. Je tiens aussi à remercier Graciela Barrault et l'équipe de la Fondation Olympe de Gouges qui sont venus ce soir filmer la conférence pour le musée virtuel Olympe de Gouges. Et je tiens à remercier aussi Manon Tremblay, qui est professeure titulaire à l'Université d'Ottawa, pour sa présence et qui donnera une conférence le 9 avril prochain avec Présage sur le genre et la politique. Et merci aussi à M. Frédéric Mion qui a tenu à introduire cette conférence. Un grand merci à tous les membres actifs de Politiquel, à Alice Leger qui modérera le débat et à Alexandre Nicole qui ont porté avec moi ce projet depuis octobre. Politiquel, c'est une association qui a été imaginée il y a déjà plus d'1 an avec Alice et Alexandre. On avait estimé à l'époque qu'il était nécessaire dans l'école libre des sciences politiques de créer une association qui allait promouvoir différemment les femmes en politique. Nous avions pour ambition de réfléchir, d'agir, d'organiser des événements en lien avec la place des femmes en politique en France comme à l'étranger. Et c'est pour ça on tient à l'avenir à s'associer avec les campus délocalisés. On a notamment monté une petite section au Havre et on espère qu'elle portera bientôt ses fruits. Et loin des considérations proprement féministes qui tendent à braquer beaucoup de citoyens qui s'intéressent à la question des femmes en politique, nous, à Politiquel, on s'est inscrit dès le départ dans une démarche qui est non sectaire et non politisée, afin de pouvoir rassembler des idées totalement différentes, qu'on soit constructiviste ou essentialiste. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un dialogue aujourd'hui qui nous rassemble sur cette question qui devrait pourtant faire consensus. 70 ans
70 ans après l'obtention du droit de vote et à peu près 14 années après la première loi dite de parité, le constat en France, il n'est pas si glorieux que ça. Et il est vraiment perfectible. On n'a que 26,9% de femmes qui sont sénatrices et 22,1% qui sont députées. La parité, c'est un levier aujourd'hui qui est nécessaire, et je le réaffirme, car la promotion des femmes en politique n'est pas aussi évidente qu'il ne paraît. D'autant que notre expérience apoliticale nous a montré de façon généralisée deux faits. Premièrement, que les femmes se mettent des barrières considérables dans leur conquête du pouvoir par rapport aux hommes. Ces barrières que les hommes n'ont pas du tout, et on le ressent tous les jours sur le terrain. Et enfin, les femmes, elles sont trop souvent mises en avant uniquement par la parité. Il est temps de faire un nouveau travail. La parité, ce n'est pas une finalité, pardon. Et pourtant, on voit que la parité, elle est très bien acceptée par les Français, et ces derniers préfèrent même élire une femme maire que l'inverse. Mais pourtant, on a des barrières qui sont quand même là, des barrières des partis politiques, les barrières des partis politiques qui donnent l'investiture aux femmes dans des villes plutôt difficiles, ou alors qui parachutent des femmes dans des circonscriptions qui sont difficilement gagnables, ou alors très très compliquées. Et nous recevons à Politiquel, à tour de rôle, des élus, des femmes politiques engagées localement, nationalement, qu'elles soient de droite, de centre ou de gauche. Nous avons reçu depuis le début de l'année universitaire Camille Bedin, une ancienne de Sciences Po, qui en plus est au Conseil des alumni, qui est secrétaire générale adjointe de l'UMP et conseillère municipale d'opposition à Nanterre. Nous avons reçu Barbara Romagnan, députée PS du Doubs et rapporteure de la loi Égalité Hommes-Femmes, et qui a écrit un très bon livre sur du sexe en politique. Ensuite, on a aussi reçu la sénatrice maire UMP du Rhône, Elisabeth Lamure, et nous recevrons mardi prochain à 19h, et je vous invite à venir nombreux, la sénatrice PS Françoise Chartron pour discuter de la délégation des femmes, des droits des femmes au Sénat. Par ailleurs, vous retrouverez à la fin de l'année un bilan de nos rencontres pour clôturer cette année. Le message que l'on veut porter, c'est que même dans notre génération, même ici à Sciences Po, on pourrait penser qu'on est épargné par le sexisme ordinaire, par le sexisme politique, par les stéréotypes, mais en fait, on est en train de reproduire les mêmes erreurs que nos aînés, et il serait temps de réagir. Et j'aimerais terminer cette courte introduction, par une citation de Condorcet qui entre dans le thème de notre conférence. « Tous n'ont-ils pas violé le principe de l'égalité des droits en privant tranquillement la moitié du genre humain de celui de concourir à la formation des lois, en excluant les femmes du droit de cité ?» Je vais donc laisser place à Anaïs Allemand de la Fondapol, et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci d'être là ce soir. Bonsoir à tous. Merci Fatima. Alors la Fondapol que je représente ce soir est très heureuse de participer à cet événement organisé à l'occasion du 70e anniversaire du droit de vote des femmes. Alors c'est pour nous l'occasion de vous présenter un important travail qui a été mené par nos équipes, un travail à la fois de recherche et de mémoire. Au cours de l'été 2009, des membres de la Fondapol ont sillonné la France pour recueillir le témoignage de 18 femmes qui ont été parmi les premières votantes en 1945. Ce sont donc des souvenirs que nous avons collectés et qui permettent de pleinement prendre conscience de ce qu'a représenté ce moment historique pour les femmes, pour leurs droits, mais aussi pour la démocratie de notre pays. La Fondapol, et l'autre nom de la Fondation pour l'innovation politique, est une fondation reconnue d'utilité publique. Et c'est donc au cœur de notre activité d'assurer la transmission des différents objets du savoir, des différents objets de la science politique. L'instauration progressive, on l'a vu dans la vidéo, du suffrage universel en 2 temps, masculin en 1848, puis universel à proprement parler, on peut dire en 1945, est un élément essentiel de notre histoire, jalonnée d'avancées progressistes. Et nous avons souhaité, à la Fondation, participer à la conservation de ce patrimoine que représente le témoignage de ces premières actrices de la démocratie française. Alors ce soir, je vous propose de découvrir le récit d'Étiennette Closure, qui avait 24 ans lorsqu'elle a voté pour la première fois lors des élections municipales d'avril 1945. Cette vidéo sera à retrouver sur notre site internet dès demain. Elle est la première d'une série de 8 vidéos qui seront mises en ligne au rythme d'1 par jour pendant la semaine qui vient.
Alors, ces vidéos sont montées, elles sont regroupées par thème, mais en tout, il y avait à peu près 50 heures de rush, donc c'est un travail assez important qui sera ensuite donné à un centre de recherche pour ne pas gâcher toute cette matière. Merci beaucoup. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Et Marie Bubat, souriante. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette. Toute la France, avec conscience, a voté. Monsieur Le Troquer, président du conseil municipal. La bonne religieuse. Maurice Thorez. Le brave facteur. Francisque Gay. Une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. Je suis née le 23 avril et alors le droit de vote était le 21 avril. Alors mes frères se moquaient de moi, ils me disaient c'est un cadeau. J'ai connu l'occupation, bien sûr, enfin, c'est peur parce que j'avais pas mal de gens qui étaient dans la résistance, mais les gens manquaient de tout et moi j'avais de tout. Hein, parce que mes parents avaient un commerce de charbon. Alors pour un sac de charbon, on vous aurait donné la lune. Et votre situation, vous faisiez des études? Ah oui, je faisais des études. Je faisais des études de droit et théoriquement j'aurais dû être avocate. Enfant, je peux dire que je savais à 10 ou 11 ans quel était mon parti politique. Mon père était membre du comité directeur d'un parti politique. Il ne s'est jamais présenté à la députation, malgré qu'il aurait été élu, mais il disait on ne peut pas faire deux choses à la fois. Alors si tu veux faire ton mandat de député correctement, il faut que tu abandonnes famille et métier. Et abandonner métier, c'est abandonner la famille et abandonner ses employés. Alors il disait, il faut que j'élève ma famille, mais il soutenait quand même son parti, parce qu'il faisait des réunions, il faisait tout un tas de trucs. Hein. Mais bon, parti radical valoisien. En 1936, il y a 3 femmes qui ont intégré le gouvernement. Ah oui, mais elles étaient membres du gouvernement, mais elles avaient le droit de rien dire, ou presque. Hein. Madame Joliot-Curie, elle amenait son nom, c'est tout. Étiez-vous préoccupé par la différence de droits civiques, notamment entre les hommes et les femmes à l'époque? Ah oui, terriblement. Elles s'étaient débrouillées, elles avaient remplacé les hommes. Hein, parce que ceux qui étaient partis à la guerre, qui étaient prisonniers, ceux qui étaient au STO, et les femmes les avaient remplacés aussi bien dans la vie pratique que dans les usines, dans n'importe où. Et puis, autre chose, elles s'étaient manifestées dans la résistance autant que les hommes. Alors elles avaient quand même droit un peu au chapitre. Hein. C'était une injustice et il fallait qu'elle soit comblée. Hein. Il n'y avait aucune raison que les femmes n'aient pas droit de participer à la vie politique. Mes frères étaient pour le vote des femmes. Étant donné qu'ils avaient presque été tous dans la résistance, ils disaient, si on n'avait pas eu les femmes, on se serait fait prendre. Alors c'est un merci qu'on leur doit. On en parlait en petit comité parce que c'était l'occupation, alors on n'avait pas le droit d'avoir des opinions. Alors en petit comité, on en parlait et moi je sais que, je ne vais pas vous dire que je militais, le mot serait trop fort, mais je parlais du vote des femmes. Chez les Valoisiens, il y avait les pour et les contre. Alors ça devenait comique parce que ça bardait hein, des fois, un peu, ça chauffait comme on dit. À cette époque, il y avait ce qu'on appelait, on a dû vous le dire, les fameuses suffragettes. Bon,
Ça, c'était pas mon truc, parce que c'était plutôt des bonnes femmes qui faisaient beaucoup de bruit dans la rue. Mais enfin, après, ça s'arrêtait là. Hein. Mais moi, j'ai été vraiment mordue en disant, il faut que les femmes votent comme les hommes. Il faut se battre pour arriver à faire admettre qu'on n'est pas des quantités négligeables. Parce que, bon, les femmes, enfin, pas toutes, mais enfin la plupart, étaient aussi instruites que les hommes. Elles savaient discuter aussi bien que les hommes et elles pouvaient se défendre aussi bien que les hommes. Mais alors, ce qui était lamentable, c'était la petite bourgeoisie. Parce que vous savez pourquoi les hommes étaient des machos. Alors, la femme, elle devait être à la maison, élever les gosses. Les 3/4 du temps, elle dépendait, financièrement, elle dépendait du mari. Alors, elles avaient juste le droit de se taire. Une femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Il fallait l'autorisation du mari. Alors que, moi je vois par exemple, ma mère avait un commerce personnel, elle avait une inscription au registre du commerce, et quand elle a voulu ouvrir un compte en banque, il a fallu que mon père lui donne l'autorisation. Alors c'était quand même un peu violent. Oh, une femme votait, mais puis quoi encore, hein? Quel était votre sentiment lorsqu'une personne vous disait de vous taire ou lorsqu'un homme vous disait... Ah, ben c'était pas ce qu'il fallait me dire. Parce que je crois que ça m'activait davantage. Hein. J'ai voté dans une école de garçons qui était proche de chez moi, là, et c'était un peu la pagaille. Il y avait des hommes qui n'avaient pas voté, ceux qui étaient nés à partir de 1920, ils n'avaient jamais voté, parce que c'était l'occupation, et puis avant, ils n'avaient pas le droit. Alors bon, alors les hommes votaient, les femmes aussi, c'était un peu pagaille, hein. Mais enfin, on y est arrivé quand même. Quand on est revenu de voter, mes frères m'ont dit, alors, t'es contente, t'as voté? Oui, alors tu nous payes l'apéro. Ma mère était absolument pour le droit de vote des femmes. Hein. Elle aurait été plutôt 2 fois qu'une votée. Je me rappelle, la première fois qu'elle est allée voter, si le bureau de vote ouvre à 8h, je crois bien qu'elle était à -5, elle, hein, pour maman. Et même ma grand-mère avait été votée. Ma grand-mère, à l'époque, elle devait avoir plus de 80 ans, mais elle avait été votée. Hein. Il ne fallait pas rigoler. Hein. Je vais maintenant demander aux invités de rejoindre la scène ainsi qu'à Alice Leger qui va donc modérer ce débat. Merci beaucoup, bonne conférence. Donc, voilà, donc veuillez accueillir donc, Madame Réjeanne Sénac, directrice de recherche à l'Institut Présage, Madame Janine Mosus-Lavaux, qui est reconnue en tant qu'historienne, et notamment sur ces questions de droit de vote des femmes et de parité, et enfin Madame Françoise Gaspard, qui a été très engagée dans la vie politique dans les années 70-80 et qui a eu une très longue expérience universitaire. Voilà. Par contre, nous allons accueillir Madame Brigitte Grésy un peu plus tard dans quelques minutes. Et Madame Jeannette Brougrab a eu un empêchement de dernière minute, donc elle ne pourra pas venir et nous en sommes désolés. Donc, dans la vidéo que nous venons de visionner de la Fondapol, nous avons pu voir un témoignage touchant. Et donc, je pose la question notamment à Madame Janine Mosus-Lavaux. Pourquoi c'est à ce moment-là que le droit de vote des femmes a pu être accordé? Quel était le contexte, selon vous, qui a favorisé cet accès? Et est-ce que c'est grâce au rôle de la résistance ou à une évolution de l'opinion publique? Et comment expliquer le retard de la France par rapport à d'autres pays? Merci. Merci. Bonsoir. Alors, je crois que si les femmes ont eu le droit de vote en 1944,
c'est en partie par ce qui vous a été dit dans le témoignage, c'est-à-dire leur action pendant la résistance, et puis le travail qu'elles ont fait parce que les hommes n'étaient pas là, mais c'est aussi parce que pendant la résistance, il y a eu des projets pour qu'on accède enfin à ce, disons, pas ce privilège, mais cette chose tout à fait normale pour tout le monde, qui est le droit de donner son avis et de choisir ses représentants. Alors, je voudrais vous dire, avant de commencer à vous, parce que je vais vous montrer un petit peu l'évolution de ce vote, parce qu'il a beaucoup évolué depuis 1945, date du premier jour où elles ont voté, jusqu'à aujourd'hui. Mais avant, je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a eu des grosses réticences dans la classe politique face à cette exigence de pouvoir voter et élire ses représentants. Et j'aurais simplement un exemple. À plusieurs reprises entre les deux guerres, la Chambre des députés a voté en faveur du vote des femmes et le Sénat chaque fois s'y est opposé. Donc ça n'a pas pu se produire, et les arguments qui étaient donnés, c'était des choses du genre, donc les arguments contre, c'était le foyer sera un enfer, si les femmes ont le droit de vote, les enfants seront négligés, enfin, bon, tous ces stéréotypes, disons, qui ont été beaucoup utilisés. Enfin, heureusement, donc 1944, elles ont le droit de vote et d'éligibilité, et ce que je vais vous raconter, c'est comment ce droit de vote a été exercé hier jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce droit de vote, pour que ce soit bien clair, je l'ai scénarisé en 3 parties. C'est-à-dire que quand elles commencent à voter, les femmes ne le font pas tout à fait sur le même mode que les hommes. Et donc il y a 3 temps qui marquent leur évolution. Alors le premier temps va, je dirais, jusqu'à la fin des années 60. Donc assez longtemps, et c'est ce que j'ai appelé le temps de l'apprentissage, parce que les Françaises à ce moment-là s'abstiennent plus que les Français, donc plus que les hommes, de participer au scrutin, et autre caractéristique, elles votent nettement moins qu'eux à gauche. Et je prends un exemple, en 1965, lors de l'élection présidentielle, c'était la première élection au suffrage universel du président de la République, et cette élection voit s'affronter le général de Gaulle et François Mitterrand. Et 39% seulement des électrices soutiennent François Mitterrand contre 51% des électeurs. Donc, vous voyez, c'est quand même assez... il y a un écart assez important. Et puis, avec les années 70 et l'émergence du mouvement des femmes dans l'espace public, une autre étape est franchie. Moi, c'est ce que j'ai appelé le temps du décollage, pendant lequel les femmes se rendent aux urnes tout autant que les hommes, progressivement, et tout autant. Et l'écart sur le vote de gauche diminue, passe au-dessous de la barre des 10 points d'écart. Alors, en 1981, je vous donne simplement cet exemple-là, lors du second tour de l'élection présidentielle, puisque c'est l'élection présidentielle qui va permettre donc à François Mitterrand de devenir président de la République, eh bien, ce sont 56% des hommes et 49% des femmes qui se prononcent en faveur donc, du représentant de la gauche. Donc un écart moins élevé que ce qu'on avait eu dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Et puis vient enfin, en 3e catégorie, si vous voulez, ou 3e tempo, le temps de l'autonomie, pour lequel il faut retenir une date clé, les élections législatives de 1986. Parce que tout en maintenant leur taux de participation, pour la première fois, les électrices vont se prononcer pour la gauche autant que les électeurs, ou pour la droite autant que les électeurs. Donc, et ce trait ne se démentira pas jusqu'à, disons, au long des décennies. Et exemple, en 1988, elles sont même plus nombreuses que les électeurs à voter pour des candidats de gauche. Et pour ne donner qu'un exemple tout à fait récent, parce que je vais regarder ma montre, eh bien, en 2007, ce sont donc quand sont en compétition Ségolène Royal
et Nicolas Sarkozy, eh bien, ce sont 26% des femmes et 25% des hommes qui votent au premier tour pour Ségolène Royal. Donc, vous voyez, peu de différence. Et au second tour, les hommes et les femmes seront à égalité, 47% pour Ségolène Royal. Alors, on peut poser la question, vous pouvez me poser la question, pourquoi parler d'autonomie pour caractériser cette troisième période? Alors, parce que à diverses reprises, et vous allez voir que ça se passe jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les Françaises ont plus que les Français appuyé le mouvement écologiste et les socialistes, mais surtout, c'est la différence essentielle, elles ont toujours montré une plus grande réticence que les hommes à voter pour le Front National ou pour son leader, que ce soit Jean-Marie Le Pen ou ensuite Marine Le Pen. Et on sait qu'au soir du 21 avril 2002, hein, c'était il n'y a pas si longtemps, la France a connu une situation tout à fait inédite, puisque pour la première fois, eh bien, depuis que l'élection à la magistrature suprême a lieu au suffrage universel, eh bien, pour la première fois, un candidat, disons, d'extrême droite a été présent au second tour. Et si les femmes avaient été, on raconte on raconte ça parce que ça illustre assez bien le propos, c'est-à-dire que si les femmes avaient été seules à voter, eh bien, Jacques Chirac serait arrivé en tête avec 22% de leur suffrage, suivi par Lionel Jospin, 16%, et par Jean-Marie Le Pen, 14%. En revanche, si les hommes avaient été seuls admis aux urnes, cauchemar, le leader du Front National aurait été classé premier. Donc, voilà, pour vous donner, pour vous souvenir finalement de cette catégorisation. Et en 2012, donc il n'y a pas si longtemps, au premier tour de la présidentielle, eh bien, 15% des femmes ont voté pour Marine Le Pen contre 20% des hommes. Donc là, l'écart, en tout cas de 5 points, se maintient. Alors, ce que je voudrais essayer de dire rapidement, c'est que deux raisons peuvent expliquer cette différence. C'est-à-dire que si on prend le vote en faveur du Front National sous Jean-Marie Le Pen et pour Jean-Marie Le Pen aussi, les électrices, on peut dire que les électrices seraient, disons, dissuadées par la pratique politique parfois violente de l'extrême droite et par son programme qui, au temps de Jean-Marie Le Pen, remettait en cause les droits acquis au cours des récentes décennies par les femmes, c'est-à-dire menaces sur l'interruption volontaire de grossesse, et puis, sous des formes qui se déguisent un peu vers la fin, exaltation du retour au foyer des jeunes mères. Alors ça, c'est des choses qui ont changé avec Marine Le Pen, puisqu'elle ne veut plus, disons, tirer un trait sur l'IVG, le sortir de la légalisation, etc., comme le voulait son père, mais elle ne veut plus qu'on rembourse ce qu'elle appelle les avortements de confort, donc les avortements à répétition que des femmes pratiqueraient fréquemment au lieu d'avoir une contraception. Et puis, quand on l'attaque sur le côté le Front National veut renvoyer les femmes au foyer, elle dit comment vous pouvez croire que moi je dirais ça puisque je travaille, etc. Et c'est vrai qu'elle offre une image, disons, plus moderne de la politique et de ce que sont les femmes aujourd'hui, puisqu'elle a été avocate, elle fait de la politique, elle est divorcée, enfin bon. Et ce que je voudrais simplement dire pour conclure, c'est que, avant je vais vous donner un autre exemple, parce que ça concerne l'élection qu'on vient de voir, c'est-à-dire les élections municipales, parce qu'il y a eu un sondage, alors je vais vous donner simplement sur ce vote FN, les résultats qui ont été obtenus par un sondage fait à Béziers, donc intention de vote au second tour, puisque Robert Ménard représentant du Front National, a été élu, eh bien, il a été élu par 52% des hommes, mais par 43% seulement des femmes. Donc un écart qui était plutôt plus important même que ce qu'on a vu dans la période précédente. Et si
bon, on veut creuser un peu les choses, on voit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à dire que le Front National représente un danger. Donc voilà, c'est un élément assez clair. Alors ce que je voudrais dire en 2 mots, c'est au fond l'explication de cette évolution. Alors cette évolution, je pense qu'elle est, cette autonomie politique des femmes, je pense qu'elle est étroitement liée à l'indépendance conquise dans leur vie professionnelle, leur situation économique, sociale et culturelle. Elles ont pu sortir de l'espace, disons, domestique auquel elles étaient assignées pour s'investir à tous les niveaux de la vie sociale, intellectuelle, civique et politique. Et elles sont, donc, Frédéric Mion le citait tout à l'heure pour Sciences Po, mais en règle générale, elles sont entrées en nombre à l'université en délaissant les études courtes, et depuis les années 1970, elles sont d'abord aussi nombreuses que les garçons à l'université, et ensuite plus nombreuses qu'elles donc, dans l'enseignement supérieur. Et ça accroît d'autant plus leur intérêt pour la politique. Alors, il faut savoir aussi qu'elles ont investi... Pardon. En fait, non mais merci, on va juste après... Non, bien sûr, vous pourrez reparler. Je voulais juste aborder un point qui... Oui, vous pourrez je pense que sur le thématique suivant, vous pourrez reprendre ces idées-là. Et un point qu'on voulait aborder dans notre conférence, c'était les mouvements féministes, et notamment la vidéo de la Fondapol a abordé le mouvement des suffragettes. Donc vous avez très bien expliqué le comportement électoral des femmes, leur évolution dans les urnes, et comment les mouvements féministes ont-ils évolué au cours du temps. Et je pense que Madame Françoise Gaspard pourra reprendre, et bien sûr vous aussi. Enfin, ensuite. Vas-y. Tiens. Bonsoir à toutes et tous. En 1949, Simone de Beauvoir publie le livre que vous connaissez, le deuxième sexe, et dans l'introduction de ce livre, elle a cette phrase assez étonnante, nous avons tout gagné. Nous avons tout gagné parce que, et elle le dit très clairement, parce qu'il y a eu le droit de vote des femmes depuis 1944, effectif depuis les municipales de 1945, et parce que aussi l'égalité des femmes et des hommes est inscrite dans la Charte des Nations Unies qui a été adoptée en 1945. Bien sûr, Simone de Beauvoir savait bien que les femmes n'avaient pas tout gagné, mais qu'il restait des inégalités. Toutes les professions n'étaient pas encore ouvertes aux femmes, et les femmes mariées étaient encore des mineurs civils. Mais elle pensait, comme beaucoup d'autres, que tout cela avait changé avec le suffrage universel, que la situation donc était ouverte, et on voit en quelque sorte un creux dans le mouvement féministe, dans les mouvements féministes à partir de 1945-46 jusqu'en 1970. En 1970, un nouveau mouvement, une nouvelle vague déferle sur les pays occidentaux et en France en particulier, avec de nouvelles revendications. Le libre choix de la maternité et la dénonciation des violences faites aux femmes en tant que femmes, et l'exigence aussi d'une loi pour pénaliser ces violences. En 1979 a lieu la plus grande manifestation de femmes féministes que la France ait connue, pour demander à ce que la loi autorisant l'avortement thérapeutique soit pérennisée, puisqu'elle n'avait été votée que pour 4 ans. Donc, énorme manifestation de femmes, et au lendemain de la loi qui pérennise le droit à l'avortement thérapeutique, de nouveau, on assiste à un reflux des mouvements féministes. Françoise Pic, qui a été une des actrices du mouvement féministe et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Les années mouvement », le mouvement des femmes, les années mouvement, dit en conclusion de son livre que le mouvement féministe est épuisé, qu'il n'a plus d'objectifs, qu'il n'y a plus de demande qui rassemble les femmes. Et elle ajoute d'ailleurs, il y a bien sûr la parité, mais c'est une utopie.
Et nous étions, Claude Servan-Schreiber, Anne Le Gall et moi, qui venions de publier, et qui avons publié un livre en 1992 qui s'appelle « Au pouvoir citoyenne, liberté, égalité, parité », nous étions au fond assez d'accord avec Françoise Pic. Nous disions que, bon, il faudrait du temps pour arriver à obtenir la parité. En réalité, le mouvement était en marche, le mouvement commençait. Et c'est un mouvement tout à fait particulier parce qu'il s'est situé à la rencontre à la fois d'organisations supranationales et de mouvements de base, de mouvements féministes dans la société, de mouvements féministes et féminins. On pourra revenir sur la distinction entre ces deux catégories. Au plan international, se tient à Mexico en 1975 la première conférence mondiale sur les droits des femmes. Et pour la première fois, dans un texte de portée internationale, il est dit qu'il faut davantage de femmes en politique pour faire avancer la société. Mais il faudra encore une quinzaine d'années pour voir apparaître dans les institutions internationales, en particulier européennes, ce thème de la parité, en tout cas de la revendication d'égalité des femmes dans la prise de décision. En 1989, le Conseil de l'Europe met en place un séminaire sur le thème de la démocratie paritaire. Pour la première fois, ce mot apparaît. Pourquoi 1989 ? Les pays de l'ex-bloc soviétique commencent à demander leur adhésion au Conseil de l'Europe. Or, au même moment, de nombreux pays européens se posent la question du fonctionnement de leur démocratie. Et l'un des points qui commence à émerger, c'est l'absence de femmes dans la vie politique. Donc, séminaire sur la démocratie paritaire. 1991, l'OCDE commande un rapport à un groupe d'experts sur les blocages économiques du moment. Le rapport est remis et dans ce rapport, il est dit que l'un des freins au changement dans l'économie, c'est l'absence de femmes dans la décision économique, mais aussi politique. 1991 encore, l'Union interparlementaire, qui est une organisation qui rassemble tous les parlements du monde, met en chantier une grande recherche sur la place des femmes dans les parlements et dans les partis politiques. Aujourd'hui, si vous voulez savoir quel est le rang de la France parmi les pays en raison du nombre de femmes dans son Parlement, vous allez sur le site de l'Union interparlementaire et vous avez le classement qui est actualisé en permanence chaque fois qu'il y a une nouvelle élection. Aujourd'hui, par exemple, c'est le Rwanda qui est le premier pays au monde pour la participation des femmes au Parlement, avec 56% de femmes élues. En 1991 encore, la Commission européenne engage le 3e programme d'égalité des chances des femmes et des hommes. 3e programme d'égalité introduit un élément nouveau par rapport au précédent programme et nomme un comité, un réseau d'experts sur le thème « Femmes dans la prise de décision ». Je suis la responsable française dans ce réseau d'experts et il nous est demandé à la fois d'affiner les statistiques sexuées qui étaient encore très lacunaires et de faire des recherches pour essayer de comprendre la rareté des femmes dans les milieux non seulement politiques mais aussi économiques, sociaux, syndicaux, etc. etc. Ce réseau d'experts organise en novembre 1992 à Athènes une grande conférence pour le rendu de la première étape de recherche du réseau. Et cette conférence se termine par un sommet de femmes européens au pouvoir. Pour la France, il y a Simone Veil et Edith Cresson. Pour l'Allemagne,
Rita Sousmuth, qui était présidente du Bundestag à l'époque, pour la Grèce, Melina Mercouri, qui était ministre de la Culture, donc un ensemble de femmes des pays européens qui signent une déclaration qui va sonner auprès des milieux féminins et féministes comme un mot d'ordre. Je vous cite cette phrase que je vais retrouver. « La démocratie impose la parité dans la représentation et l'administration des nations. » 1992. Et il apparaissait, au terme des recherches qui avaient été menées par le réseau, que la marginalisation de l'un ou l'autre sexe dans la décision publique était le résultat d'une construction sociale autant que culturelle et politique, et qu'il était possible de redistribuer les cartes. J'étais donc expert du réseau européen et j'avais invité, avant le sommet d'Athènes, les présidentes d'un certain nombre de grandes associations féminines qui ne se disaient pas forcément féministes, mais qui rassemblaient des femmes. Par exemple, la CGF, l'Action catholique générale féminine, l'AFDU, l'Association des femmes diplômées des universités, l'UFCS, l'Union féminine civique et sociale, le CNFF, le Conseil national des femmes françaises, qui regroupait, je crois, à l'époque, une soixantaine d'organisations sur l'ensemble de la France, et la VISO, qui était l'organisation des femmes juives. Une équipe de mes étudiants à l'époque avait fait une recherche sur ces différentes associations et on avait été absolument ahuris de découvrir que ce pool d'associations représentait environ 2 millions de femmes qui recevaient au titre de leur association donc des bulletins, des informations, etc. Et dès le jour où il y a cette réunion avec ces femmes, l'idée germe de faire un texte pour appeler à la parité. Elles n'étaient pas toutes d'accord sur les moyens, certaines étaient pour l'une loi, d'autres pour des actions pour essayer de convaincre les partis de le faire, mais le mot parité est lancé, et au lendemain de la conférence d'Athènes, ces femmes vont envoyer un texte commun. C'est la première fois que ces organisations mènent une action commune, qui est donc diffusée à 2 millions de Françaises. Donc la parité imprègne le terrain, ce qui va surprendre d'ailleurs les partis politiques qui vont être étonnés de recevoir par exemple une des consignes de ces associations à la veille des élections législatives de 93, c'était de faire des conférences de presse pour expliquer qu'il fallait la parité, d'aller voir les candidats pour leur dire « nous on est pour la parité », et donc les candidats voyaient venir des femmes de droite, des femmes de gauche, des femmes du centre, qui toutes partageaient le même désir de parité. Les élections de 93 vont accélérer et amplifier le mouvement. Tout à l'heure, il a été dit qu'en 1993, il y avait 6% seulement de femmes qui étaient élues à l'Assemblée nationale, donc 94% d'hommes. Il vaut mieux dire ça, c'est plus... On se représente ce que c'est. Hein. Moi, quand j'étais députée, on était 5,6% de femmes, c'est-à-dire 95% d'hommes. Je mettais le jour des questions d'actualité toujours un tailleur rouge pour qu'on me voit au milieu de toutes ces vestes grises et noires. Donc là, les élections de 93. Je signale aussi que alors il y a une manifestation devant l'Assemblée nationale le jour de la rentrée parlementaire. Il y a des réunions qui commencent à se multiplier. Il y a une lettre d'information créée par une journaliste, Claude Servan-Schreiber, qui est dans la salle, qui s'appelle Parité Info, et qui va, avec le soutien de la Commission européenne, pendant 5 ans, diffuser auprès de la presse, mais aussi des ONG, des partis et des syndicats, des informations sur les recherches, sur les évolutions en matière d'égalité des femmes et des hommes dans la prise de décision. Et c'est intéressant aussi de se souvenir qu'en 1994, 50e anniversaire du droit de vote des femmes, c'est Parité Info qui a organisé
dans un amphi de la Sorbonne, un colloque pour célébrer cet anniversaire avec un certain nombre de chercheurs et de chercheuses, surtout d'ailleurs de chercheuses. Donc la parité est en mouvement, les partis sont irrigués par ces flux qui arrivent de tous côtés demandant la parité. En 1995, lors des élections présidentielles, le CNFF, Conseil national des femmes françaises, organise dans une très grande salle, plusieurs milliers de femmes étaient présentes, l'audition de 3 des candidats à la présidentielle, Lionel Jospin, Jacques Chirac et Édouard Balladur. Et tous vont se prononcer pour de la parité. Le seul qui voulait une loi, mais en disant 30% seulement, c'était Balladur, ce qui avait fait rire toute la salle, parce que ces femmes étaient passées au-delà des quotas. C'était l'égalité parfaite qu'elle demandait. Jacques Chirac promet un observatoire de la parité, qui va être créé quand il va être élu, et Lionel Jospin commence à parler d'une évolution de la législation en la matière. Donc la parité se développe, suscite des mouvements au sein des universités, par exemple. Il y a des séminaires qui s'ouvrent sur cette question, qui sont souvent très chauds, parce qu'il y a les pour et il y a les contre. Il y a le courant universaliste qui est globalement, qui est aux 3/4 pour, 1/4 contre, rejoignant d'autres courants qui sont, et le courant différentialiste qui, bien sûr, est pour au nom de la différence des femmes et non pas au nom de l'égalité. Donc, comment les choses se passent ensuite? Eh bien, le mouvement continue. 2 textes vont avoir un retentissement très important. Un texte de novembre qui est publié dans Le Monde, une page entière du Monde, en novembre 1993, pour une démocratie paritaire, signé, et tous les noms sont sur cette page du Monde, par 577 personnes, autant de femmes que d'hommes, une femme de plus, puisque c'était un nombre impair, qui demande une loi pour introduire la parité. Ce texte fait aussi l'ouverture des journaux télévisés, donc la parité devient quelque chose qui est présente dans la vie politique. En 1994, 6 listes aux européennes sont des listes paritaires, et pas seulement de partis qui avaient peu de chances d'emporter des voix, mais également du Parti socialiste et du Parti communiste. Donc la parité commence à exister dans les faits. Donc si le mouvement s'est développé, c'est parce qu'il répondait à une demande sociale. Et cela aboutit, vous le savez, à la révision de la Constitution en 1999, au vote des premières lois paritaires en 2000. D'autres lois ont été votées depuis. La dernière instaure pour les élections dans les comment on appelle ça, conseils territoriaux maintenant, dans les conseils territoriaux, un scrutin binominal paritaire. Alors c'est très intéressant parce que Au pouvoir citoyen, que nous avons donc écrit en 92, nous avions en quelque sorte inventé ce mode de scrutin pour répondre aux objections que feraient des hommes politiques, des femmes politiques, en disant qu'avec le scrutin d'arrondissement, le scrutin uninominal, il était impossible d'avoir la parité. On le voit bien, malgré les amendes qu'ont les partis quand ils ne présentent pas autant de femmes que d'hommes, il n'y a encore que 26% de femmes à l'Assemblée nationale. Donc nous avions inventé en quelque sorte le scrutin binominal paritaire. Et bien ce scrutin binominal, il est maintenant réalisé, puisqu'il va avoir lieu pour les prochaines élections territoriales, je crois que c'est en 2015, 2 candidats pour chaque parti, un homme et une femme, et les deux sont élus. Cela supposait, nous l'avions d'ailleurs dit à l'époque, de diviser le nombre des circonscriptions par 2 pour ne pas doubler le nombre des élus. Donc voilà, la parité, on en est là aujourd'hui. Au début des années 90,
quand on prononçait le mot parité, c'était pour parler de l'équilibre entre les monnaies ou pour parler des relations sociales entre syndicats patronaux et syndicats ouvriers. Aujourd'hui, lorsqu'on dit parité, on sait qu'il s'agit de l'égalité des femmes et des hommes, et désormais plus seulement dans la politique, mais dans l'ensemble des lieux de décision. Merci. Donc, vous nous avez très bien expliqué l'histoire de la parité. Et je vois que Madame Jeannette Bougrabe vient d'arriver. Donc voilà, merci d'être là. Donc, Madame Jeannette Bougrabe, qui est une femme au parcours politique et professionnel remarquable et qui a été présidente de la HALD, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Et donc, après cette histoire sur la parité, qu'est-ce qui, selon vous, et je pense par exemple à Madame Réjeanne Sénac qui a travaillé sur ces thématiques, qu'est-ce qui, selon vous, fait que dans la société française, et que c'est la France qui a eu, on l'a vu avec Madame Janice Mojuslavo et Madame Françoise Gaspard, qu'est-ce qui fait que c'est en France qu'on a eu de considérables retards en termes de parité, d'insertion des femmes dans la vie politique et de discrimination, voilà. Je vous laisse réagir à cela. Alors, je vais peut-être prendre un micro. Oui, attends. Tout d'abord, je tiens à remercier Political, en association avec Présage, d'avoir organisé cet anniversaire. Et moi, je vais me réjouir avec vous de cet anniversaire et on va se poser les questions qu'on se pose quand on fête un anniversaire ensemble. Et je suis très contente en tant qu'à la fois enseignante et chercheur dans cette maison, comme on dit, à Sciences Po, et plus particulièrement au CEVIPOF, de fêter avec vous l'anniversaire d'une vieille dame assez jeune, puisque la République française n'a donc que 70 ans, et d'une jeune fille, la parité, qui a, elle, 15 ans. Donc, quand on fête un anniversaire, vous avez remarqué, et on se demandera en quoi l'anniversaire de la République française est peut-être un peu différent des autres anniversaires de République ou d'État-nation. D'abord, on fait un bilan, qui est souvent un bilan, ça dépend quel âge on fête, hein, mais quand on fête à partir de 40 ans, je pense qu'on fait un bilan un peu sur la cohérence de notre parcours, a-t-on été jusqu'au bout de nos projections, de nos idéaux. Donc je pense que c'est intéressant peut-être qu'on se pose ce genre de questions. À quoi ressemble aujourd'hui la République française ? À quoi on ressemble collectivement, puisque je pense qu'il faut s'impliquer dans cette réflexion-là. Et ensuite, on va peut-être réfléchir aux cadeaux qu'on pourrait s'offrir collectivement pour porter ensemble une République à laquelle on aimerait ressembler. Voilà. Donc, très rapidement, et j'ai pas l'air comme ça, mais je vais quand même répondre aux questions, mais très rapidement, à quoi est-ce qu'on ressemble ? À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette République ? J'ai beaucoup aimé les vidéos, et la vidéo de cette femme qui nous a exprimé toute la fierté des femmes de voter à partir de 45. Moi, ce que je trouve très intéressant quand on fête un anniversaire, c'est qu'en effet, on s'inscrit à la fois dans un collectif et dans une mise en cohérence. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, la République française, à l'aune de la parité, c'est quoi aujourd'hui ? C'est un chef d'État avec un chef de gouvernement, 3 présidents de chambre, Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique et social et environnemental. Jusqu'à présent, c'est tous des hommes. 86% d'hommes maires, vu qu'il y avait 17% de femmes tête de liste aux élections municipales pour lesquelles nous avons voté très récemment, on va à peu près rester sur le même pourcentage. De la même manière que pour les têtes de liste, pour les conseillers communautaires, première fois qu'on votait pour des conseillers communautaires sur des listes paritaires. On a, au niveau des présidences de région, on est à 92% d'hommes. Présidence de conseils généraux, on est à 95% d'hommes. Président d'intercommunalité, on est à 92%. Voilà.
notre République française est encore dans les mains de ces sages que sont les hommes, tels que nous les dépeignaient nos grands hommes, hein, nos grands philosophes, nos grands politiques. Il n'y a nulle parité entre les deux sexes quant aux conséquences du sexe. La femme est femelle en tout instant, ou du moins toute sa jeunesse. Oui, Rousseau était pas seulement cynique, il était aussi goujat. L'homme est mâle qu'en quelques moments. L'homme est mâle que quand il y a une femme dans un périmètre resserré. Hein. Vous pensez à des affaires récentes, mais vous pensez aussi que tous les lieux où il fallait prendre des décisions importantes, ou alors les lieux où il fallait être précis, par exemple comme au golf, étaient réservés aux hommes, étaient des clubs d'hommes. Donc on est encore dans cet héritage, et c'est intéressant parce que les lois dites sur la parité nous ont démontré que dans la République française des droits de l'homme, il fallait des lois contraignantes pour pouvoir rendre effectif ce droit à l'éligibilité. Et de 2000 jusqu'à aujourd'hui, on a dû durcir les lois dites sur la parité de plus en plus, les appliquer à plus de communes. Maintenant, c'est à partir de 1000 habitants. Avant, c'était à partir de 3500. Imposer aussi la parité dans les exécutifs. Donc, il y a autant d'adjointes que d'adjoints, mais elles sont plutôt dans les délégations où toutes leurs qualités peuvent s'exprimer. Hein. Et qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, pas mécaniquement les plus valorisées ou les plus à hiérarchie. Donc il a fallu durcir de plus en plus, et on voit d'ailleurs que dans les communes où la loi ne s'applique pas, donc dans les communes de moins de 1000 habitants, on est à 34% de femmes, donc on a augmenté de 2 points, alors que dans les communes où la loi s'applique, on est à plus de 48%. Donc notre République française ressemble encore un peu à celle qui est née de notre grande et belle Révolution française, c'est-à-dire à un contrat fraternel, et le cadeau qu'on pourra lui faire peut-être, c'est de libérer l'égalité de la fraternité. Quand j'entends Régis Debray à la radio, heureusement que j'habite au premier étage, hein, parce que cette idée que le XXIe siècle sera le siècle féminin ou ne sera pas, et qu'est-ce que ça veut dire que le XXIe siècle sera le siècle féminin? Lui qui a écrit Le moment de la fraternité, ça veut dire qu'il nous faut de la connivence en plus de la connaissance, il nous faut de la maturité en plus de la réactivité, et les femmes ont de la maturité. Pourquoi je vous en donne en 1000? Parce qu'on a l'habitude, on prend 9 mois pour faire un enfant, et puis faire la cuisine, ça prend du temps. Non mais, là je ne vous fais pas de la caricature. Donc, tout ça pour vous dire que notre République française a encore des zones d'ombre, et que l'anniversaire est un moment où on peut sereinement, avec lucidité, mais aussi avec plein d'utopies créatrices, se servir de nos idéaux, qui sont de beaux idéaux, les idéaux à la fois républicains et libéraux politiques, de liberté, d'égalité, d'autonomie. Et plutôt que de fraternité, on pourrait parler de solidarité, pour que ça soit un peu moins sexué, un peu moins excluant, pour voir la puissance critique de ces idéaux. Et la puissance critique de ces idéaux, c'est se mettre en cohérence pour se poser la question de que doit être un pays des droits de l'homme pour être un pays des droits de l'être humain, que signifie ce qui est au centre de notre ordre lexical républicain, le principe d'égalité, que signifie le principe d'égalité, que signifie la démocratie représentative, voilà. Donc, se poser toutes ces questions, aujourd'hui, c'est peut-être le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à la République française. Se poser la question de qu'est-ce que la parité? Est-ce que la parité, c'est uniquement la redistribution des places? C'est déjà bien, c'est déjà une mise en cohérence. Mais au-delà de la redistribution des places, la parité, c'est le partage du pouvoir. Est-ce qu'on est vraiment dans un partage du pouvoir avec un trust des hommes au top management du politique, hein, on peut le dire comme ça dans un langage un peu moderne. On va avoir un nouveau gouvernement. Premier gouvernement paritaire, c'était en 2012. On va avoir un nouveau gouvernement. Est-ce que dans ce nouveau gouvernement, il n'y aura pas seulement la parité quantitative, on l'espère, mais aussi une véritable reconnaissance à égalité qui ne soit pas dans des délégations qui réactivent des stéréotypes genrés? Autant de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il est nécessaire de refaire une révolution, de refaire nos lumières? Je le crois. Je crois que, pour l'instant, la révolution Chevènement, à l'époque de la réforme constitutionnelle, parlait de révolution culturelle. La réforme constitutionnelle sur la parité, où on ne mettait pas la parité dans la Constitution. Hein. Moi, je pense qu'il faut parler de révolution politique, il ne faut pas affaiblir, puisque là, on parle de ce qui fait notre lien politique, de ce qui fait et définit notre contrat social. Et en tant qu'étudiant dans une maison sur les sciences du politique, est-ce qu'il n'y a pas plus fondamental que de s'interroger sur la cohérence
de notre lien politique et sur les non-dits de notre contrat social entre frères. Donc le cadeau, c'est qu'on se retrouve ensemble ici pour voir ce que les Lumières peuvent nous apprendre dans leur zone d'ombre et assumer que être républicain aujourd'hui ou être libéraux politique, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'un des pièges, et j'en finirai là-dessus, c'est peut-être de continuer à être dans une rhétorique qui soit une rhétorique non pas ni républicaine ni libérale, mais néolibérale, et qui légitime l'entrée de ces différentes, de celles qui ont été qualifiées de différentes, donc les femmes, dans la sphère de pouvoir, dans les sphères de pouvoir, que ce soit politique ou économique, au nom de la performance de leurs différences. Performance entendue en deux sens. Performance au sens de rentabilité. Si les Man Brothers avaient été les Man Sisters, il n'y aurait pas eu la crise. Les femmes prennent moins de risques, elles ont moins de testostérone. Bon, elles font aussi moins de profit. Hein. Bah, il faut savoir ce qu'on veut. Mais en période de crise, c'est pratique. Et les femmes, c'est bien en politique parce qu'elles répondent à la crise de la représentation, elles vont donner confiance, elles vont porter autre chose, elles sont plus douces. Enfin. Donc, c'est rentable de mettre des femmes. Et performance aussi au sens plus anglo-saxon de théâtraliser, de perform. Il faut être femme en politique. Hein. Qu'est-ce que les femmes font autrement? Donc là, on voit qu'on est quand même toujours dans le sexisme constituant. Alors maintenant, la différence devient un atout, une plus-value, alors qu'elle a été une moins-value. Mais on n'intègre pas, on n'inclut pas les femmes en tant que pairs, en tant que mêmes, mais on les inclut en tant que différentes. Donc essayons de penser les différentes dans l'égalité et non pas l'égalité dans la différence, pour toutes celles et tous ceux qui sont avant tout qualifiés comme différents, les femmes bien sûr, mais aussi tous les autres différents qui ont été exclus de notre belle République, mais très blanche, très masculine. Et aujourd'hui, j'espère qu'on peut arriver à la penser autrement ensemble. Merci. Voilà, donc, merci beaucoup. Donc, nous accueillons Madame Brigitte Grésy, qui est actuellement membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et représente la France au Conseil d'administration de l'Institut européen de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, avec Madame Réjeanne Sénac, nous avons eu, je pense, un bel exposé de tout ce qu'il reste à faire avant d'atteindre la véritable parité. Et on a eu aujourd'hui les résultats publiés par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes concernant les résultats des municipales. Donc, grâce aux mesures de parité, 48,2% des femmes ont été élues dans les conseils municipaux, mais il reste encore très rarement tête de liste. Seulement 13,2% de femmes maires aujourd'hui, alors qu'il est. Et donc, les lois sur la parité sont-elles vraiment utiles pour porter les femmes à des postes de réel de pouvoir? Et donc, je pose la question à Madame Jeannette Bougrab, vous qui avez été présidente de la HALD, comment on fait, et aussi avez eu une activité politique intense, comment on fait en action pour lutter contre les discriminations selon vous? Et ensuite, une question à Madame Grésy, comment porter la parité et faire en sorte qu'elle ne reste plus un écran de fumée ou une simple mesure qui n'amène jamais les femmes à des réels postes de pouvoir. En tout cas, c'est ce que pensent certains. Voilà, merci. Merci beaucoup de votre invitation. Alors moi, j'ai plusieurs handicaps. Je suis femme, je suis d'origine arabe, donc déjà c'est une grosse tare. Je suis célibataire, j'ai 40 ans, donc vous voyez, j'accumule les tares. Et je vous dis ça parce qu'en réalité, je pense que la politique n'est que le reflet du reste de la société et qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qui se passe dans la politique se passe dans d'autres secteurs, notamment de la vie professionnelle. Et je ne reviendrai pas sur les chiffres parce que je pense que Brigitte, on se connaît depuis tant d'années et on parle toujours des mêmes sujets. Et d'ailleurs, la preuve qu'on a perdu la bataille, c'est que il n'y a pas un seul homme à la table. Ça prouve bien que les femmes s'occupent des questions de femmes, mais le jour où des hommes viendront parler à une tribune de la lutte contre les inégalités,
comme on peut voir aux États-Unis, où vous avez des départements en matière de lutte pour les droits civiques, ou encore à l'université de Washington, vous connaissez toute l'histoire de la petite Malala, qui s'est pris une balle dans la tête au Pakistan parce qu'elle continuait à aller à l'école dans la région du Swat. À Washington DC, à l'université, ils ont créé en fait un cours pour comprendre les ressorts qu'une petite fille peut avoir pour braver tous ces barbus, tous ces obscurantistes et continuer d'aller à l'école. Et je vous dis cela parce que dans le monde, chaque année, en fait, 39 millions de petites filles sont écartées des bancs de l'école. 2/3 des analphabètes dans le monde sont des femmes et que plusieurs dizaines de millions de petites filles sont mariées alors qu'elles ont moins de 15 ans. Et juste à titre anecdotique, mais parce qu'on parle de parité, en ce moment, en Irak, ils sont en train de vouloir abaisser l'âge légal du mariage à 9 ans. Donc on se dit, bon, bah, allons-y gaiement. Je reviens du Yémen, où je fais un documentaire pour Canal+. Et là, on m'a expliqué qu'après tout, le mariage précoce des petites filles, c'était pas très grave parce que le prophète, quand il a épousé Aïcha, elle avait 6 ans et il a consommé son mariage à 9 ans. Donc après tout, bon, bah, allons-y gaiement. Et donc, vous voyez que de tout ça fait que bon, bah, nos problèmes peuvent paraître assez éloignés, mais il n'empêche qu'on est là pour parler du droit de vote. Et juste, à chaque fois, je suis très choquée parce que vous disiez la République a 70 ans, la République n'a pas 70 ans. La Troisième République, c'était aussi la République. J'ai fait exprès de dire que pour moi, la République a commencé avec le droit de vote des femmes. Les suffrages universels. C'est pour ça que j'ai fait ce... Je suis politiste, je suis au courant, mais j'ai fait exprès de faire commencer la République en 1944. Voilà, c'était une manière de fêter cet anniversaire et de nier le fait qu'on puisse de manière cohérente... Veut dire, voilà. Mais juste en termes de... Ça veut dire que les grandes lois sur la liberté syndicale, les grandes lois sur la liberté d'association, la loi sur la séparation des églises et des États ne sont pas des lois républicaines. Donc c'est une chose... Mais ces grandes lois ont été adoptées sous la Troisième République. Et je vais vous dire, je le sais d'autant plus que moi, qui suis de parents indigènes, sous la Quatrième République, il y avait le double collège et on excluait des gens qui étaient nés en Algérie parce qu'ils étaient ce qu'on appelait des indigènes. Donc si vous faites partir la République de 1944, mon père n'avait pas le droit de vote en Algérie. Voilà. Donc on peut dire aussi que les formes d'exclusion sous la Quatrième existaient et le double collège en faisait partie. Voilà, donc ça, c'est les débats de théoriciens qui ne servent pas nécessairement à grand-chose, parce que ce que je vais vous dire au quotidien, c'est quand vous êtes une femme politique, eh ben, c'est toujours plus difficile que les autres, mais c'est aussi difficile dans la vie professionnelle. J'ai été universitaire pendant quelques années à Paris 1, où j'étais maître de conférence en droit public, et et je suis maître des requêtes au Conseil d'État. Et je vais vous raconter pourquoi moi j'étais secrétaire d'État à la jeunesse et à la vie associative dans le gouvernement précédent. J'étais avant-dernière au rang protocolaire. Donc pour vous dire que je n'étais pas la high level, hein, j'étais plutôt en bas, vous savez, celle qui était au fond. Et je vais vous dire quelque chose, si j'ai arrêté la politique, indépendamment qu'on a été battu, c'est un élément qui était sans doute intéressant et important, c'est qu'en tant que femme et en tant que femme célibataire, j'ai adopté une petite fille. Et que quand et qu'on m'a demandé, parce que j'étais une femme célibataire, eh bien d'arrêter de m'engager dans la vie politique parce que sinon je n'aurais pas eu mon agrément pour mon adoption. Voilà. L'adoption est possible pour des couples mariés, mais était aussi possible pour des célibataires, et qu'on estimait qu'une femme qui était engagée dans la vie politique et qui était en plus ministre ne pouvait pas s'occuper convenablement d'un enfant. Et donc, pour obtenir mon agrément, je me suis engagée à arrêter la vie politique. Parce qu'effectivement, à un moment, si je voulais avoir un enfant, évidemment, il y avait d'autres manières, mais c'était le choix de l'adoption, eh bien, une femme qui était assistante sociale m'a expliqué que quand même, c'était en contradiction avec la possibilité d'adopter un enfant. Voilà comment ça explique qu'aujourd'hui, mais ce choix, je l'ai fait en mon âme et conscience. Je l'ai fait parce que j'ai choisi d'être mère. En plus, comme vous avez compris, j'avais 40 ans. Et qu'on se dit que c'est peut-être le moment de devenir mère, et que ce souci-là, eh bien cette envie-là, cette passion qui me dévorait le corps, eh bien j'avais envie de la faire et j'avais choisi donc de faire un choix. Et ce choix m'a été en quelque sorte imposé parce qu'on ne m'a pas demandé si je pouvais faire les deux à la fois, on me l'a interdit implicitement parce que sans agrément administratif, eh bien je n'aurais pas pu devenir mère. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qui sont très concrètes, Alors, il y a au quotidien, quand vous êtes une femme, eh bien, on va exiger plus de vous que n'importe qui d'autre. Quand vous êtes une femme, vous allez entendre plus de choses que les autres. Puis en plus, comme vous êtes comme moi, femme et issue d'immigration, vous inquiétez pas, quand vous dites « toi, tu vas morfer plus que les autres ». Et je vais vous raconter ça parce que j'ai pensé que la vie politique était sans doute plus violente que les autres milieux.
Et puis il se trouve que je n'ai pas voulu retourner tout de suite au Conseil d'État après avoir arrêté ma vie politique, mais je suis la plus heureuse des mères. Ma fille, elle est exceptionnelle, bon, un peu agitée, mais bon, exceptionnelle quand même. Eh bien, j'ai pensé que les combats que j'ai menés, notamment, et c'est comme ça que j'ai rencontré Brigitte Grésy, au Conseil à l'intégration, mes combats ont toujours été ceux des mariages forcés, ceux de la lutte contre l'excision. Là, je m'occupe de la scolarisation des petites filles dans le monde. Ça a toujours été des combats de survie. Je ne me suis jamais en fait battue pour la parité parce que j'estimais qu'il y avait des combats qui étaient prioritaires, qui étaient des combats de survie. Moi, ma mère a été mariée de force à 13 ans en Algérie et elle a eu un bébé 1 an après qui n'a pas survécu et qui est mort à 2 ans quand elle était en Algérie. Donc vous comprenez que les combats qui étaient les miens, c'est ceux qui sont peut-être... je ne dis pas moins importants, plus importants, mais qui se rapportent à une histoire personnelle, et je les porte maintenant aujourd'hui ailleurs qu'en France. Et je me suis rendu compte que j'ai été très mal éduquée parce que j'ai eu le privilège dans ma vie professionnelle d'être à l'université à Paris 1 pendant des années et ensuite au Conseil d'État. Et j'ai eu le malheur de vouloir devenir avocate pour je ne voulais pas retourner immédiatement au Conseil d'État. Et pour moi, vous allez dire on s'éloigne du droit de vote, mais pas tant que ça. Et pour moi, c'était évident que des femmes qui pouvaient être victimes de violences ou de discrimination, c'était des gens qui avaient des parcours comme moi, ou quelque part des origines comme ma mère. Eh bien non. Non, 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 non. Et ça, c'était un choc culturel. Parce que j'ai vu des jeunes femmes qui étaient diplômées, qui sortaient comme vous de grandes écoles, qui n'étaient pas du tout comme issues du Maghreb ou quoi que ce soit, comme moi je l'ai été, où on porte d'une certaine manière, de manière inconsciente, une certaine parfois soumission. On travaille dessus. Et j'ai vu des femmes qui étaient mariées, qui n'étaient pas seules comme moi, et qui acceptaient dans le monde du travail d'être placardisées au retour de leur congé maternité, qui acceptaient d'entendre des blagues absolument pas drôles, qui acceptaient en réalité des humiliations quotidiennes, pourtant dans un milieu qui était le milieu du droit, le milieu de la justice, et la justice qui était là pour censé appliquer les règles, les principes fondamentaux. Dans un milieu qui est le monde de l'avocature, je me suis rendu compte que les femmes, les collaboratrices, étaient soit placardisées après leur retour de congé maternité, soit éventuellement abandonner le milieu parce qu'on leur faisait vivre en véritable enfer au quotidien. Et ça a été un choc parce que je me disais, mais c'est pas possible, elles sont mariées, elles ont 2 salaires, donc normalement ça devrait être plus facile pour elles de se rebeller contre un système. Eh bien non, parce qu'en réalité, les systèmes de discrimination tels qu'on les connaît en France sont systémiques et que c'est comme si seul vous ne pouviez pas lutter contre un système qui était ancré. Et le pire, c'est que c'était des jeunes femmes. C'était des jeunes femmes de 25, 27, 28, 29 ans qui étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes dans un milieu qui était le milieu de l'avocature. Et ça a été pour moi un véritable choc parce que pendant des années, en réalité, peut-être que de manière un peu égocentrée, peut-être, ou peut-être liée à mon histoire familiale, eh bien en fait, je me suis uniquement occupée, et je continue effectivement à m'occuper que de ça. Et ça m'a permis de voir un autre regard sur la vie politique, en me disant que de toute façon, on peut dire tout ce qu'on veut sur la vie politique, si on veut réformer des choses, ça passera nécessairement par la loi, ça passera nécessairement par une véritable révolution juridique et par une application des textes de loi qui, la plupart du temps, ne sont pas appliqués, et parce qu'il y a une contrainte économique, puisqu'en ce moment, vous savez que la situation n'est pas très bonne, et que les premières à en pâtir sont les femmes, voilà. Et que parfois, et qu'elles vivent encore des doubles, voire des triples journées chez elles. Merci beaucoup, excusez-moi de vous couper, on a juste des contraintes de temps, je suis désolée. Et donc voilà, en tout cas, non, mais juste pour vous dire que la théorie en est une chose, mais au quotidien, même moi qui ai 41 ans, il m'arrive encore d'être bousculée, d'être choquée par les violentes discriminations dans lesquelles sont plongées les femmes en France. Pourtant, moi qui vois l'horreur par ailleurs, et je pars la semaine prochaine au Pakistan, et donc je peux vous dire, voilà. Mais je maintiens l'idée de la République et de vous dire qu'elle n'a pas 70 ans dans ce cas-là, mais c'est 58. Voilà, merci. Donc, merci Madame Bougrab, vous nous avez fait un très bel exposé et vous nous avez montré que selon vous, il était nécessaire donc de passer par la loi pour faire avancer les choses. Et maintenant, je me tourne vers Madame Grésy. Donc, vous avez beaucoup œuvré justement pour faire avancer les lois, notamment sur la parité. Et vous avez proposé notamment 40 propositions en 2009 pour améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel et dans le monde politique.
La parité est votre thème de prédilection. Et quelles sont les propositions, selon vous, que l'on doit retenir? Et qu'est-ce qu'il faut retenir sur la parité? Voilà. Bien, bonsoir. Désolée de mon retard, mais il y a eu un petit problème d'emploi du temps. Alors, je n'ai pas pu entendre les autres interventions. C'est vrai que je m'occupe de parité vraiment en tant que commissaire du gouvernement, vous savez, la personne qui est derrière les ministres et qui passe les amendements au fur et à mesure où l'on prend les lois. Et donc, je suis là depuis 1999 pour essayer de pousser toutes les lois parité et les lois sur les propos sexistes et homophobes, etc. Et donc, je connais bien un peu la cuisine interne et la difficulté de faire les lois sur la question, mais je suis une adepte invétérée des quotas, puisque quand j'entends toutes ces choses, il est clair que ce n'est que par de la discrimination positive et par des objectifs chiffrés de progression que l'on peut y arriver. Alors, dans le monde politique, je crois que c'est un peu différent du monde professionnel. La parité dans le monde politique ne s'obtient pas de la même façon que dans le monde professionnel. J'en veux pour preuve peut-être la façon, les résultats d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 48,2% de femmes conseillères municipales. Bravo, c'est formidable. Et l'abaissement du seuil pour les communes de 1000 habitants fait que, eh bien, il y a plus de femmes conseillères. Mais quand on regarde, et je ne sais pas si vous en avez parlé, le nombre de femmes têtes de liste, on voit bien qu'il n'y aura pas de femmes maires. Et donc aujourd'hui se pose encore une fois, de façon cruciale, la question de la place des femmes au poste de responsabilité. Je crois que quand on interroge les partis politiques, on leur dit « mais il n'y a pas de femmes ». Beaucoup disent encore aujourd'hui, je l'ai entendu encore hier, mais elles ne veulent pas y aller à la tête. Elles ne veulent pas y aller. Je crois que par rapport à ça, il faut avoir une réponse très claire. C'est qu'en fait, cette peut-être absence de femmes s'explique par des tas de facteurs. Je crois qu'il y a des facteurs d'organisation, des facteurs structurels, des facteurs d'organisation des conditions de travail dans la vie politique, avec des réunions qui sont très souvent mal organisées et une gestion du temps qui serait à revoir et qui peut être revue. Et puis, il y a massivement et globalement la question du sexisme. Appelons ça par son nom. Le sexisme est très fort dans le monde politique et je pense, nonobstant ce que vous dites, Jeannette, je crois que les formes du sexisme dans le monde politique prennent précisément, ont des modalités différentes. Et j'en relève deux différentes. Dans le monde professionnel, la mixité, je dirais le frottement quotidien des hommes et des femmes dans les organisations de travail fait que, qu'on le veuille ou non, et malgré l'augmentation de ce que j'appelle les pervers, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut absolument pas maîtriser par la régulation sociale, il y a quand même une forme de régulation sociale qui fait que les formes de sexisme prennent souvent des formes détournées, insidieuses, etc. Dans le monde politique, où finalement le député, pour parler essentiellement d'eux, n'a véritablement de caution à recevoir que de ses électeurs, le sexisme est une arme non pas de guerre mais d'opposition. Et le sexisme est une arme utilisée très fréquemment, sans ménagement, sans aucune amoindrissement et allègement du trait. On voit bien l'histoire du Poulagate, et j'ai adoré la réponse c'était au Sénat ou c'était à l'Assemblée? C'était à l'Assemblée, quand elle a dit « mais moi je ne suis pas une poule oui. ». Ça c'est quand même assez fort, et effectivement, il y a là des formes très fortes de sexisme. Et la deuxième chose que je trouve tout à fait intéressante, c'est qu'on trouve moins qu'ailleurs, et beaucoup moins que dans les entreprises, ce qu'on appelle le sexisme bienveillant, c'est-à-dire du sexisme détourné, où on dit que les femmes sont les meilleures pour être, par exemple, les leaders dans une entreprise, elles ont le sens de l'intuition, de l'empathie, où on instrumentalise la différence pour faire en sorte que les femmes soient acceptées dans une organisation précisément pour leurs différences alors qu'elles en avaient été exclues pour ces mêmes différences. On trouve moins de sexisme bienveillant dans le monde politique. Et je dois dire que moi, j'ai passé l'ENA à cause de la vie politique. En 1983, c'était la première fois où on avait des élections proportionnelles au municipal. Et c'était l'époque où je me disais, de toute façon, étant une femme, je n'ai aucune chance dans un parti politique d'arriver vite. Et j'étais une femme pressée. J'ai monté dans ma ville une liste avec 53 personnes, j'ai été seule élue.
et a commencé l'humiliation quotidienne. L'humiliation quotidienne. Chaque fois que je prenais, alors que j'étais professeur de lettres, avec 2 enfants, que j'habitais ma ville, que j'utilisais les écoles, les garderies du mercredi, que je connaissais ma ville, chaque fois que je prenais la parole, on me disait « Madame Grésy, vous êtes charmante, mais… » Et le charmant était évidemment pas pensé, hein, c'était une façon de m'instrumentaliser. J'étais tellement humiliée quotidiennement que j'ai passé l'ENA. Et en revenant d'avoir passé l'ENA, on m'a enfin écoutée. Ce qui veut dire, et je dis très souvent, que j'ai passé l'ENA pour avoir le droit, dans ma ville, de parler des ordures ménagères. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais l'ENA, j'ai pu avoir une parole crédible. Vous vous rendez compte de la différence de ce qui est demandé à une femme et à un homme. Et ensuite, j'ai arrêté la vie politique aussi parce que je pense que je n'avais pas les épaules assez larges pour ce type de combat. Et donc, tout ça pour dire que la vie politique est particulièrement dure et ne peut pas peut-être se traiter au point de vue des questions des systèmes de représentation de la même façon que dans l'entreprise. Il faut des lois, il faut des quotas. Mais il faut aussi, je crois, travailler beaucoup plus, et c'est ce que je fais en ce moment au sein du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle dont je suis la secrétaire générale, travailler pour qualifier juridiquement le sexisme. Nous avons aujourd'hui un continuum du sexisme qui est très vaste. Ça peut aller de la blague légère à des conduites proprement discriminatoires. Le sexisme étant une idéologie qui érige la différence sexuelle en différence fondamentale et qui entraîne un jugement sur l'intelligence, le comportement, les aptitudes. Eh bien, je crois qu'on doit travailler à qualifier mieux le sexisme qu'on ne le fait aujourd'hui. Il y a une dizaine de cas de jurisprudence sur le sexisme en 2013 qui donnent à penser que les juges commencent à s'ouvrir à cette question. Et puis, surtout, on a un support juridique, alors non seulement les directives européennes, mais on a cette fameuse loi de 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire sur la question de la discrimination, qui établit le harcèlement discriminatoire et qui implique que la discrimination inclut tout agissement lié à un des motifs mentionnés pour le sexe, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. C'est l'article 1er de cette loi, ce qui veut dire que même pour un fait non répété, et même lorsqu'il n'y a pas inégalité de traitement, une atteinte à la dignité de la personne peut être qualifiée de sexisme. Alors on a ainsi toute une gamme, tout un continuum entre ce qui est proprement de l'infradiscriminatoire, vous êtes charmante mais... Comment l'attaquer? C'est très difficile. Ou bien les blagues, ça lasse, l'humour, tout ce qui est... On peut en parler longtemps, mais enfin, voilà. Et puis, ce qui est à la frontière de la discrimination et ce qui est proprement de la discrimination. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons des chantiers de mesures à prendre qui utilisent toute la gamme. À la fois la gamme de la loi pour faire qu'il y ait un nombre de femmes de plus en plus important, car plus les femmes sont là, plus elles représentent des modèles identificatoires pour tout le monde et notamment pour les jeunes, et plus les manifestations de rejet, d'exclusion, d'infériorisation, de déstabilisation sont limitées. Donc il faut travailler sur les lois et les quotas. Pourquoi ne pas travailler au niveau national sur une possibilité pour les listes d'avoir des têtes de liste au niveau national paritaire, c'est-à-dire avoir globalement une parité? C'est très, très difficile à faire, mais je vous signale que dans les conseils d'administration, tous les ministères nous disaient « Oh là là, nous on n'y arrivera pas, d'avoir des commissaires du gouvernement paritaires, on n'y arrivera pas parce qu'une fois c'est le ministère de l'Agriculture, une fois c'est le ministère, etc. » En fait, il suffit un peu de se coordonner. Donc je crois qu'il faut travailler sur la loi, mais il faut travailler aussi très clairement sur les conditions de travail de la vie politique, et la question du statut de l'élu en fait partie. Et il faut travailler très clairement sur la question du sexisme, qui est un des mots dont on parle le moins. Il y a une tolérance au sexisme ordinaire en entreprise qui est bien plus grande que la tolérance à l'égard de l'homophobie ou du racisme, et il est maquillé sous des oripeaux de fausse séduction ou d'humour. Et je crois qu'on a là un enjeu très important. Et donc le Conseil supérieur a remis un avis très récemment sur cette question, avec une enquête auprès de 15 000 salariés,
qui ont montré que 80% des salariés estimaient avoir été victimes de sexisme dans sa vie professionnelle et 93% estimaient que ça avait eu un impact très négatif sur son sentiment d'efficacité personnelle, ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Merci voilà beaucoup. Ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, madame. Donc, juste avant de prendre les quelques questions à la salle, on aura peu de temps pour les prendre. Madame Jeannette Bougrabe, vous voulez prendre la parole? Donc, je vous laisse quelques instants. J'ai été presque 2 ans secrétaire d'État, mais je voulais dire une chose. Il n'y a pas les méchants les hommes et les gentils les femmes. Et que souvent en politique, moi, les coups les plus vaches que j'ai pu avoir, c'était des femmes qui l'avaient fait. Et donc cette vision manichéenne des choses, elle est assez surprenante parce que la promotion, enfin, s'agissant de mon cas, je peux vous assurer que la promotion est venue d'hommes. Et la plupart du temps en politique, les femmes adoptent en fait ce que les sociologues ont étudié des pratiques minoritaires et elles jouent, au lieu de jouer la solidarité féminine, elles estiment que pour réussir, il faut qu'il n'y en ait qu'une seule. Et donc, elles vont mettre des bâtons dans les roues pour toutes les autres femmes. Mais moi, je peux vous assurer que j'étais dans un parti politique qui était plutôt dur, hein, qui n'est pas considéré nécessairement comme le parti... juste quelque chose. Je pense que j'ai passé des merveilleuses années en politique. Voilà. Et que ça m'a permis de faire plein d'expériences. Et je ne voulais surtout pas que vous soyez découragés en pensant qu'il faut vous engager. Voilà. Que vous envoyez à droite ou à gauche. Et l'avantage de la politique, et j'ai quand même une expérience, c'est que la politique, c'est frontal. On va vous dire, c'est frontal, et donc vous pouvez répondre. C'est pas insinueux. Vous allez avoir un gros beauf en face de vous qui va vous dire ma poulette, bah vous allez lui répondre. Dans la vie en entreprise, c'est un peu plus compliqué. Et juste, je vais vous dire une anecdote, et c'est promis, je m'arrête. Pour vous dire... Puisqu'en fait, il y a Nicole Bricq qui a eu l'occasion de se faire remarquer pour dire que la qualité des repas à l'Élysée n'était pas très bonne. Je vais vous raconter quelque chose. À l'Assemblée nationale ou au Sénat, quand vous êtes ministre, vous ne pouvez pas arriver bras nus. C'est-à-dire que dans le règlement intérieur, les parlementaires femmes ne peuvent pas arriver bras nus. Voilà, normalement, ça fait partie des codes vestimentaires. Et je suis arrivée en question d'actualité au Sénat, bras nus, mais je vous assure, sans décolleté, j'avais une robe jusque-là, mais bras nus. Nicole Bricq arrive et elle me dit... Disons, celle-là, pourquoi elle ne vient pas non plus en maillot de bain au Sénat? Une femme me disait, alors que j'avais les bras nus, que je manquais de respect au Sénat parce que je suis arrivée bras nus. Je me suis dit, oui, la prochaine fois, je viendrai avec ma burqa. Mais comment voulez-vous, quand des femmes colportent de telles choses, que ça puisse progresser? Et les femmes sont parfois beaucoup plus conservatrices que les hommes. Et la révolution doit être commune, universelle, propre aux hommes et aux femmes. Et tant que les femmes ne se battront uniquement pour ces femmes, ça ne marchera pas. D'accord, merci, très bien. Donc, très rapidement, vraiment, 10 secondes chacune. Je suis désolée de vous presser autant, mais c'est juste que les appariteurs vont bientôt faire leur entrée. Alors, je les regarde. Oui. Alors, très rapidement, parce que je voulais juste rebondir sur les petits échanges off qu'on a eu, la République française, 70 ans, mais vous n'êtes pas au courant que avant, il y a eu 5 républiques. Enfin bon. Juste là, je trouve que c'est un beau cadeau qu'on a fait justement à ce qu'est le républicanisme critique, c'est-à-dire qu'on s'est questionné sur l'âge de la République, c'est-à-dire à quel moment on peut qualifier, avec l'idéal que l'on a de la République, les régimes politiques de républicains. Donc voilà, juste, je remercie donc Jeannette Bougrabe pour son point. Et un deuxième point qui me semble intéressant, c'est que dans les différentes interventions, en particulier celle de Brigitte Grésy, de Jeannette Bougrabe, il y avait une tentation, mais qu'elles ont bien sûr contrecarrée, de mettre le droit de vote en relation ou en tension ou avec les autres formes d'inégalité, d'exclusion des femmes, les violences, les inégalités salariales, les propos sexistes. Ce qui, je trouve intéressant, c'est de voir que tout ça fait système et tout ça fait lien. Et si on exclut les femmes du droit de cité, d'être considérées comme des êtres autonomes de raison, bien sûr qu'on justifie toutes les autres formes de violence. Donc là-dessus, je trouve que c'est intéressant, le jour d'anniversaire du droit de vote des femmes, enfin, quand on réfléchit à ça et de l'éligibilité, de se poser plus largement les conditions de possibilité de l'égalité dans toutes les sphères et non pas en hiérarchie.
Très rapidement. Oui, oui. Alors, moi, ce que je veux dire simplement, c'est que le sexisme est la chose du monde la plus partagée, évidemment, entre les femmes et les hommes. Et qu'à la fois, cet apprentissage des rôles sexués est très important depuis l'école. Et donc, ça me semble assez normal que des faits de sexisme soient repérés du côté des femmes comme des hommes. Et donc, ce combat-là, il doit se porter, évidemment, en prenant en compte les deux sexes. Mais je voudrais terminer sur un message qui est « engagez-vous en politique ». On a dit tout ça, on a montré les problèmes, mais vraiment, il faut y aller, il faut y aller. On va prendre une question juste une réaction de Madame Génie Simogo, et après la question rapide. Et je prendra une seule question par contre. Juste une précision, c'est que pendant longtemps, dans les livres d'histoire, dans l'enseignement, 1848 a été considéré comme l'avènement du suffrage universel, alors qu'il ne concernait que les hommes. Et assez récemment, quand même, les historiens ont commencé, enfin les historiens progressistes, ont commencé à parler de 1848 en disant avènement du suffrage semi-universel. Alors c'est un oxymore, je vous laisse réfléchir dessus, ou avènement du suffrage universel masculin. Voilà. Donc, contradiction dans les termes, je vous livre ça. Très bien, on va prendre une question maintenant. Allez-y, allez-y. Levez-vous, oui. Bonsoir mesdames, je voudrais juste revenir sur 2 points. Madame Gaspard, vous avez dit que dans une conférence, enfin j'ai plus très bien retenu, mais il y avait un rapport qui concluait que s'il y avait une augmentation de la présence de femmes dans la décision économique et politique, le monde et la société iraient mieux. J'aimerais savoir sur quoi s'appuient ces conclusions. Et deuxième chose, là, c'est pas en politique, c'est sur le terrain sportif. C'est la différence de salaire entre les tennisman et les tenniswoman. Et donc, il y en a qui voudraient l'égalité des salaires. Le problème, c'est que, donc moi, je prends parti, je serais d'accord pour une égalité des salaires, mais c'est que certains vont dire que les hommes jouent plus que les femmes. Ils sont plus longtemps présents sur le terrain. Le problème, c'est que d'un autre côté, on dira qu'ils fournissent la même quantité de travail et donc il y a la même, en gros, force de travail qui est fournie, donc il faudrait le même salaire. Le problème, c'est que les enjeux commerciaux font que le tennis est plus spectacularisé. Et donc, au final, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'utopie qu'il y a vraiment une utopie dans l'égalité homme-femme, parce que le fait est que dans le sport et notamment dans le tennis, pourquoi les hommes gagnent plus, c'est juste parce qu'ils ont plus de biceps. Donc comment non mais c'est vrai, comment la fin de la question. Ouais. Donc oui, la fin de la question, c'est comment établir enfin une équité dans ce cas-là. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'en effet l'égalité homme-femme est nécessairement une utopie de fait de cette différence? Je vous laisse répondre comme vous le souhaitez. Déjà, la première question s'adressait à Madame Gaspard. Et il y avait 2 questions, mais déjà je pense la première. En quelques minutes, très rapidement. Ouais. Le rapport de l'OCDE de 1991 se basait sur des enquêtes, sur des recherches qui montraient qu'il y avait une mauvaise allocation des ressources quand on n'utilisait pas toutes les possibilités qui existaient, et le fait que les femmes étaient écartées était véritablement un handicap pour l'évolution de la société. Donc je vous renvoie à ce rapport de l'OCDE et si vous voulez on en parle aussi tout à l'heure. Très bien, voilà, merci. Il me semble, on a les appariteurs là, ouais. Donc les appariteurs, on devait quitter les lieux à 21h, donc il est 21h03. Donc je voulais vous remercier, je voudrais remercier toutes les invités qui se sont déplacés. Je pense qu'on a eu de très beaux... On a eu de très beaux discours ce soir. J'espère que vous avez toutes les 5 pris plaisir à assister à cette conférence et que vous avez tous apprécié cette conférence. Et la semaine prochaine, à mardi 19h, nous recevons une sénatrice PS. Donc si vous voulez venir, venez et engagez-vous en politique. Merci.